Toniacioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Des outils du livre 6 du Code de commerce. Les outils du livre 6 du Code de commerce se répartissent traditionnellement en outils de prévention et en outils de traitement. Le Code de commerce est une boîte à outils. C'est une boîte à outils dont les praticiens, qu'ils soient avocats, experts comptables, doivent s'emparer pour les mettre au profit de l'entreprise en difficulté. Eh bien, on distingue évidemment deux catégories d'outils. Les outils qui permettent d'anticiper les difficultés et ceux qui vont traiter les difficultés. C'est une distinction historique, c'est une distinction traditionnelle qui est susceptible d'être comparée en matière médicale avec la prévention et le traitement d'une maladie. On sait très bien que la prévention d'une maladie, eh bien, a plus de chances d'éviter la survenance de la maladie, voire de définitivement l'écarter, que le traitement. C'est un peu la même chose en matière de difficultés des entreprises. Plus on s'empare des difficultés en amont et plus on a de chances de les voir réglées. Les procédures de mandat ad hoc ou de conciliation réussissent à près de 80%. Alors j'ai dit foncez. Vous, chef d'entreprise ou vous, praticien des procédures collectives, emparez-vous de ces outils-là parce que ce sont ceux qui permettront à l'entreprise tout simplement, eh bien, d'avoir les meilleures chances de se retourner. D'ailleurs, la statistique est complètement inversée en matière de procédures collectives, notamment de redressement judiciaire, lorsque l'on sait que statistiquement, un plan de redressement, une fois adopté par le tribunal, a près de 80% de chances de finir par une résolution pour inexécution du plan dans les 2 années de son adoption. Donc, vous imaginez que les statistiques sont totalement inversées entre les mesures de prévention et les mesures de traitement. Ces mesures de prévention, elles sont au nombre de 3, le mandat ad hoc, la conciliation et la procédure de sauvegarde. Qui en prend l'initiative? C'est le chef d'entreprise. Personne ne peut lui imposer, mais beaucoup devraient lui suggérer, notamment en cette période incertaine née à la fois d'une combinaison malheureuse entre une crise sanitaire et une crise énergétique. Ce que vous pouvez déjà remarquer, et ce qui est quand même révélateur de la volonté du législateur, c'est que désormais, l'état de cessation des paiements n'est plus le critère permettant de distinguer entre les procédures d'anticipation des difficultés et les procédures de traitement des difficultés. Pour faire plus simple, on peut être en état de cessation des paiements et bénéficier néanmoins d'une procédure de prévention de ces difficultés. Là, on vient toucher, si vous voulez, les fondamentaux du droit et de l'histoire du droit des entreprises en difficulté, qui il y a très longtemps s'appelait droit de la faillite, où la notion de cessation des paiements marquait une frontière infranchissable entre l'anticipation et le traitement des difficultés. Ce n'allait plus le cas, puisque vous remarquerez que l'ouverture d'une procédure de conciliation, voire d'une procédure de sauvegarde accélérée qui est forcément précédée d'une conciliation, eh bien, est possible malgré un état de cessation des paiements de moins de 45 jours. Une brèche a été ouverte par le législateur. L'état de cessation des paiements ne devient-il pas un critère obsolète entre les mesures d'anticipation et de traitement des difficultés? Rappelons ce qu'est l'état de cessation
des paiements. L'état de cessation des paiements, eh bien, c'est l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Pour autant, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. C'est la jurisprudence des tribunaux de commerce, ô combien pragmatique les tribunaux de commerce sur ces sujets, qui a précédé le législateur, qui n'a fait que consacrer une pratique des tribunaux de commerce qui, lorsqu'ils étudiaient l'état de cessation des paiements d'un débiteur, vérifiaient ou étaient invités à vérifier quelle incidence pouvaient avoir les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficiait sur son passif exigible. Vous comprenez bien que cette notion de cessation des paiements, qui est déjà par essence juridico-comptable, est très difficile à mesurer, surtout lorsqu'il faut la dater pour bénéficier d'une conciliation de moins de 45 jours. Cette notion, déjà, d'appréhension délicate et sujette à interprétation, elle est à géométrie variable dans la mesure où il y a à prendre en compte les réserves de crédit et les moratoires pour venir tout simplement réduire le passif exigible. C'est une volonté de la jurisprudence et du législateur d'entraîner le chef d'entreprise vers des outils qui sont plus, adaptés à la situation et qui sont, on l'a vu, statistiquement plus amènes de lui permettre de rebondir. Rappelez-vous ce taux de réussite qui avoisine les 80% en matière de mandat ad hoc ou de conciliation. Le mandat ad hoc, un seul article dans le livre 6 du Code de commerce, dans la partie législative, c'est la définition. Et tant mieux. Pourquoi ? Parce que le mandat ad hoc, c'est ce qu'il y a de plus malléable, de plus élastique. Le président du tribunal, à la demande d'un débiteur, désigne un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. C'est très large comme possibilité. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc, etc., etc. Il détermine la mission, conflit entre associés, négociations en tout genre avec un fournisseur, un bailleur, un créancier public, un franchiseur, etc., etc., etc. Là aussi, c'est une création, vous le savez, du tribunal de commerce de Paris, le mandat ad hoc, repris ensuite dans l'article L611-3 du Code de commerce. Et alors, la conciliation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la conciliation, c'est également une mesure de prévention qui vise à permettre à tout débiteur exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouve une difficulté d'ordre juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, eh bien de solliciter là aussi la désignation d'un conciliateur en vue de négocier, là aussi, sur des sujets avec des partenaires, qu'ils soient banquiers, fournisseurs en tout genre, créanciers publics, etc., etc., etc. Vous l'avez remarqué, il ne faut pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cela veut dire qu'on peut être en état de cessation des paiements, mais pas depuis plus de 45 jours. Donc, soit ne pas être en état de cessation des paiements, soit être en état de cessation des paiements, mais très récemment, c'est-à-dire depuis moins de 45 jours, pour bénéficier de la conciliation. Qui en prend l'initiative ? Le débiteur. La durée de la procédure de conciliation, et c'est une des différences avec le mandat ad hoc, c'est qu'elle ne peut durer que 5 mois maximum, 4 mois plus 1, et aucune conciliation ne peut être ouverte avant l'expiration d'un délai de carence avec la précédente conciliation de 3 mois. Alors que le mandat ad hoc, lui, n'a pas de durée maximum. Ce qui veut dire que parfois, on combine mandat ad hoc et conciliation dans un sens ou dans l'autre pour permettre de finaliser des accords qui, dans le durée de 5 mois, n'ont pas pu être régularisés.
on ouvre ensuite un mandat ad hoc, quitte à ouvrir à nouveau une conciliation pour obtenir un certain nombre d'effets attachés à la procédure de conciliation, que sont la constatation ou l'homologation de l'accord. L'une des grandes différences entre le mandat ad hoc et la conciliation, en conciliation, il est possible, face à un créancier récalcitrant, de lui imposer la suspension ciblée des poursuites. C'est une arme assez redoutable à l'égard du créancier, parce que si d'aventure il n'accepte pas de suspendre l'exigibilité de ses créances pour la durée de la conciliation, les fameux 5 mois, il pourra se voir imposer cette suspension d'exigibilité qu'on appelle la suspension ciblée des poursuites. Elle n'a de conséquences que sur lui, à la différence de la suspension des poursuites générales en matière de procédure collective qui s'applique à tous les créanciers. Il se verra donc pendant la durée de la conciliation imposer à la fois la suspension des dettes échues, mais également des dettes à échoir pour la durée de la conciliation. Et au-delà de ça, il pourra se voir également imposer, des délais de 24 mois. Ces prérogatives données au juge de la conciliation sur demande du débiteur doivent être utilisées avec parcimonie au risque de dénaturer la nature totalement amiable de la conciliation et finalement à la vider de ce qui fait sa force, justement sa nature amiable. L'atout principal du mandat ad hoc et de la conciliation, c'est la confidentialité. Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc, ou qui par ses fonctions en a connaissance, est tenue à la confidentialité. C'est fondamental. C'est aussi une clé de réussite, de succès de ces procédures. Tout simplement pourquoi? Parce que il n'y a aucune trace nulle part de l'ouverture d'un mandat ad hoc ou de la conciliation. Si je n'ai pas à négocier avec un créancier public, celui-ci ne saura jamais que je suis en conciliation ou en mandat ad hoc. Et ceux qui sont invités par le conciliateur ou le mandataire ad hoc à la table des discussions sont tenus à une obligation absolue, nous rappelle la Cour de cassation, de confidentialité. À la différence, évidemment, des procédures collectives de sauvegarde, notamment, qui supposent, pour que leurs effets soient erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tous, une publicité, notamment au RCS et au BODAC. Publicité qui, selon la nature de l'activité de l'entreprise, peut être fatale. C'est la raison pour laquelle on ne peut que leur conseiller, si une procédure qui aura une publicité obligatoire devait être ouverte, d'anticiper les difficultés pour bénéficier d'une mesure confidentielle qui a fait ses preuves, comme la conciliation ou le mandat ad hoc. Autre mesure de prévention des difficultés, la sauvegarde instituée par la loi dite de sauvegarde, la loi éponyme du 26 juillet 2005, qui est ouverte sur demande d'un débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Donc, absence de cessation des paiements et difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter sans l'intervention du tribunal et des effets de cette procédure, et la procédure étant destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise pour permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'appurement du passif. Et vous constatez là aussi que désormais, avec la loi de sauvegarde, la procédure collective n'est plus réservée uniquement au traitement de l'entreprise en difficulté, mais s'applique également à la prévention de ces difficultés, puisque désormais, il est possible d'ouvrir une procédure collective à l'égard d'une entité qui n'est pas en état de cessation des paiements. Alors qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, elle va bénéficier des effets attachés à l'arrêt des poursuites individuelles à l'égard de tous ses créanciers antérieurs au jugement qui va ouvrir cette procédure. C'est quand même
assez révolutionnaire pour l'époque. Traditionnellement, le sacrifice imposé aux créanciers se justifiait parce que l'entité se trouvait dans une situation grave, la cessation des paiements, qu'il fallait protéger par notamment la suspension des poursuites, le gel du passif, etc., etc., etc. L'entité n'est pas en état de cessation des paiements, mais elle va pouvoir ouvrir une procédure qui a les mêmes effets. Quelle a été la volonté du législateur? C'est d'inciter les chefs d'entreprise à solliciter l'intervention du tribunal pour les aider, alors même que leur entreprise n'était pas en état de cessation des paiements, c'est-à-dire dans une situation qui est beaucoup plus difficile à gérer une fois qu'il y a présence de l'état de cessation des paiements. Les outils du traitement, le redressement, la liquidation et le rétablissement professionnel. Mais il y a un succès d'année, une sorte de redressement judiciaire édulcoré qui a été mis en œuvre par le législateur pour traiter des difficultés liées à la sortie de la crise sanitaire et notamment restructurer les PGE, c'est la procédure de traitement de sortie de crise. Et cette procédure de traitement de sortie de crise, elle avait une durée de vie limitée, elle était destinée aux PME, il ne fallait pas être dans une situation difficile en termes de trésorerie notamment. Pourquoi? Parce que cette entreprise devait être en état de cessation des paiements, mais doit disposer des fonds nécessaires pour supporter le paiement de ses salaires. Pas d'intervention du Fonds national de garantie des salaires dans le cas d'une procédure de traitement de sortie de crise. Et au-delà de ça, elle doit élaborer dans un bref délai de 3 mois son plan de retournement, qui est l'équivalent de son plan de redressement. Moins de 20 salariés et un bilan moins de 3 millions d'euros de total de passifs hors capitaux propres. Cette procédure a eu un succès assez mitigé. Vous verrez les statistiques. 155 entrepreneurs en 2023, 72 en 2022. C'est plutôt peu répandu, mais le législateur, en considération de la hausse des procédures collectives, a décidé de la rétablir jusqu'en 2025. Procédure connue parce qu'historiquement et statistiquement la plus répandue, c'est le redressement judiciaire. Le redressement judiciaire est susceptible d'être ouvert à un débiteur qui est en état de cessation des paiements. La définition, on vous l'a donnée. Dès lors qu'aucune procédure de conciliation n'est en cours. Il y a une subtilité dans le texte de l'article L631-5 du Code de commerce qui permet de s'opposer à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire lorsqu'une conciliation est en cours. On l'a vu, cessation des paiements, période qui va durer 12 mois, voire 18 mois sur demande du parquet. Le chef d'entreprise qui s'est porté caution est tout autant protégé en sauvegarde qu'en redressement judiciaire. Il y a un alignement de la protection donnée au chef d'entreprise, caution, personne physique, ce qui veut dire que pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire, comme toute la durée de la procédure de sauvegarde, toute la durée de la période d'observation, il sera protégé, aucune action à son endroit. Cette protection va perdurer, c'est là la nouveauté, pendant toute la durée du plan de redressement, par alignement avec le plan de sauvegarde, et cette protection sera maintenue si le plan de redressement ou de sauvegarde a été entièrement exécuté. Belle avancée au profit des chefs d'entreprise qui, on le sait, sont souvent cautions. L'AGS a des interventions qui sont différentes selon les types de procédures. La reprise de l'entreprise par des tiers, le plan de cession, n'est possible que dans le cadre du redressement judiciaire ou s'il est voulu par le chef d'entreprise dans le cadre d'une sauvegarde, par une bascule vers un redressement judiciaire, ou encore possible dans le cas d'une conciliation lorsqu'il va s'agir de préparer, de prépaquer, dans le cas d'une procédure confidentielle, la recherche d'un repreneur pour ensuite basculer vers un redressement judiciaire express qui permettra d'adopter le plan de cession très vite. C'est ce qu'on appelle le prépac cession. La liquidation judiciaire, vraiment quelques mots
pour rappeler simplement qu'elle est prononcée lorsqu'il y a cessation des paiements et lorsque le redressement est manifestement impossible. Elle met fin à l'activité de l'entreprise, conduit à la désignation d'un liquidateur, lequel, naturellement, procédera à la réalisation des actifs et au règlement des créanciers selon leur rang. Un point encore sur le rétablissement professionnel qui, lui, ne concerne que les personnes physiques, est un système finalement accéléré de traitement d'une situation patrimoniale très particulière dans lequel l'actif est inférieur à 15 000 euros et aucun salarié depuis 6 mois. L'intérêt de cette procédure express de rétablissement professionnel, qui ne concerne encore une fois que les personnes physiques, est de conduire à l'effacement des dettes, ce qui ne va pas empêcher l'entrepreneur individuel, de poursuivre son activité pendant cette phase et de la continuer après cette phase. Très peu utilisé, c'est bien dommage, pourtant susceptible d'avoir un effet particulièrement intéressant en matière d'effacement des dettes et doit désormais être combiné avec le nouveau statut de l'entrepreneur individuel et la séparation de droits de ses patrimoines va conduire à un traitement différencié entre son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel. Nous y reviendrons. Le droit moderne des entreprises en difficulté est un droit qui doit faciliter le rebond de l'entreprise et celui de son chef. Mais lorsque le débiteur n'est pas malheureux, mais plutôt malhonnête, subsiste, à la marge, dirons-nous, des sanctions, qu'elles soient patrimoniales, l'insuffisance d'actifs à combler, professionnelle, l'interdiction de gérer ou la faillite personnelle, ou enfin la banqueroute en matière pénale, lorsqu'il va s'agir de sanctionner le débiteur malhonnête, celui qui n'a pas exercé le commerce sous quelque forme que ce soit, de façon honnête. Encore une fois, il s'agit de situations qui sont à la marge. Vous retrouverez tous ces éléments dans le tableau des outils du livre 6 du Code de commerce que je vous invite à télécharger sur LinkedIn. Il est régulièrement mis à jour. Les acteurs du livre 6, les acteurs de la prévention, du président jusqu'au ministère public en passant par la CCSF, les acteurs du traitement, du tribunal au commissaire à l'exécution du plan, il y a l'idée aujourd'hui de faire des outils qui soient susceptibles d'être utilisés par les chefs d'entreprise le plus facilement possible. Une des façons d'inciter le chef d'entreprise à se saisir de ces outils et à solliciter les professionnels qui vont l'aider à retourner son entreprise et à faciliter son rebond, c'est de pouvoir choisir ce professionnel. Une procédure de traitement des difficultés ou une procédure d'anticipation des difficultés encore plus doit être préparée en amont par tout simplement un rendez-vous avec le mandataire ad hoc ou le conciliateur qu'on souhaiterait voir désigné par le président, une fois qu'on aura eu son rendez-vous avec son avocat et son expert comptable, pour lui présenter la feuille de route, finalement la stratégie de retournement qu'il validera, qu'il pourra compléter par son expérience, pour qu'ensuite on saisisse le président d'une telle requête en vue tout simplement de mettre en œuvre cette feuille de route et de faciliter, dans le cadre d'un mandat ad hoc ou d'une conciliation, le rebond de l'entreprise. Eh bien, cette idée de choisir son médecin, son chirurgien, son anesthésiste, quand on a besoin d'eux, eh bien, on l'applique en matière de prévention, en ce compris dans la sauvegarde, puisqu'on va pouvoir proposer au tribunal le nom de son administrateur judiciaire, ce qui est une grande avancée, puisque là aussi, une procédure de sauvegarde qui réussit est une procédure de sauvegarde qui est préparée en amont par un avocat, un expert comptable et l'administrateur judiciaire que l'on souhaite voir désigné. Ça se prépare, ça s'anticipe, ça s'organise pour que ça réussisse. Et désormais, même en redressement judiciaire où il y a cessation des paiements avérés, on pourra proposer au tribunal le nom de son administrateur judiciaire. Ce qui veut vraiment montrer la volonté du législateur de dire aux dirigeants « saisissez-vous de ces outils ». Rien ne vous est imposé tant que vous décidez
dans un tempo qui est celui de la prévention, parce que la prévention réussira toujours au mieux que le traitement des difficultés de l'entreprise. D'abord que l'état de cessation des paiements n'empêche pas d'utiliser des outils de prévention des difficultés de l'entreprise, comme la conciliation, que la procédure collective peut être ouverte en absence de cessation des paiements, c'est la sauvegarde, que le dirigeant caution est de mieux en mieux protégé, y compris en redressement judiciaire, et qu'enfin, tout entrepreneur malheureux a un droit, celui de la seconde chance. Entreprendre est un risque, échouer n'est pas faillir, rebondir est un droit. Merci de votre attention et à très bientôt pour une autre session. Toniascioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit.